Salut Booktube! Entre les annonces sur Insta où je vous avais demandé votre avis, les dernières lectures, mes tops de l'année où j'annonce cette vidéo en grande pompe depuis bien trop longtemps, ça y est, c'est enfin l'heure de mon bilan et de ma vidéo dédiée à Babel de R.F. Kuang, qui est donc une de mes meilleures lectures de l'année. 2022 était un petit peu l'année de R.F. Kuang puisque ma lecture préférée de l'année, si vous avez vu mes tops vous le savez, était The Poppy War, pour lequel j'ai fait des reviews dédiées, j'arrête pas d'en parler, blablabla. On n'est pas là pour parler de ça, mais plutôt de Babel. Si vous n'en avez pas entendu parler, si vous suivez peu le Booktube, BookTok, Booksta anglophone, Babel est une sortie de novembre 2022 en anglais, donc elle n'a pas encore été traduite. Vu le monde qui a adoré ce livre et ce qui est un stand-alone, je pense qu'il sera traduit, mais on n'a aucune information là-dessus pour le moment. Il s'agit d'un roman absolument parfait de Dark Academia à son paroxysme, avec la vision originelle un petit peu de la Dark Academia, qui est de mettre en avant les mauvais côtés de l'université, de l'élitisme un petit peu autour des écoles, des universités, comme on pouvait avoir dans The Secret History de Donna Tartt, qui est le premier livre de Dark Academia vraiment, et c'est lui qui a lancé le genre. Au fil du temps, on a un petit peu perdu cette notion de critique du monde académique et de critique de tout l'apprentissage des universités, etc. et des clichés, de l'élitisme, de tout ça. C'est quelque chose qui s'est un petit peu perdu en cours de route, mais avec Babel, on retourne vraiment aux sources avec toute cette dimension qui est hyper importante au fil du livre, puisque c'est là-dessus que va se concentrer le livre, toutes les problématiques, les défauts du secteur académique, de l'élitisme, des préjugés, du traitement des minorités et d'une envie de rébellion, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à mon sens, de voir un petit peu d'où vient ce genre de la Dark Academia, ce qu'on en a fait, et ce petit retour aux sources, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Mais pour entrer dans le vif du sujet, dans Babel, on va suivre un jeune garçon cantonais et ses deux parents sont morts du choléra lors d'une épidémie fulgurante à Canton, et du coup il va se faire recueillir par un riche homme anglais qui va l'élever et surtout l'éduquer, puisque c'est vraiment le rôle principal, puisqu'il va devenir son mentor. Il ne va pas l'adopter, il va vraiment devenir son mentor pour lui apprendre des choses, et son but c'est de le faire rentrer à Oxford et plus principalement à Babel, qui est l'académie linguistique de ce monde, puisque dans cet univers, la magie repose sur l'utilisation de barres de fer avec une prédominance de la linguistique et de la langue, puisque les pouvoirs de ces barres de fer vont se révéler par le pouvoir de la traduction. En gros, sur une barre de fer, on va inscrire sur un côté un mot et de l'autre côté le même mot dans une autre langue, donc sa version traduite, et le pouvoir de la barre de fer va être représenté par le sens qui est perdu dans la traduction, avec en fait la nuance qui va être perdue dans la traduction. On est sur du coup de la low fantasy, mais de la fantasy à son lowest, j'ai envie de dire, puisque on est vraiment sur un setting très historique, très ancré dans une histoire de colonialisme anglais à son paroxysme et de suprématie anglaise, et finalement la fantasy dans son rôle le plus basique finalement va venir ajouter des enjeux et ajouter de l'importance à l'histoire véritable, et en fait va venir encore plus appuyer ce qu'on a pu voir dans l'histoire et encore même aujourd'hui. Et donc vraiment la fantasy n'a pas pour rôle premier de faire progresser l'histoire, ça a plus pour rôle d'appuyer les enjeux, et c'est ça que j'ai vraiment trouvé hyper intéressant. Et pour ça on va appuyer sur plein d'enjeux, plein de réflexions et plein de discussions autour de thématiques très importantes. C'est un livre, je ne vous le cache pas, qui est assez lent, qui prend son temps. On va suivre le protagoniste depuis son enfance jusqu'à la fin entre guillemets de ses études à Oxford, donc vraiment sur un grand laps de temps, et en fait on va évoluer, on va grandir avec lui aussi. On n'a pas ce côté non plus des Dark Academia qui vont reposer sur un mystère. Très souvent dans les Dark Academia il y a un mystère à résoudre, une enquête, un côté un peu thrilleresque, et ça on n'a pas du tout pour le coup. Mais c'est vraiment un apprentissage, c'est vraiment le personnage qui va grandir à nos côtés et qui va réaliser le monde dans lequel il vit. Il va se départir de toute cette dimension enfantine
et très manichéenne qu'il peut avoir au début, réaliser quel est le vrai monde dans lequel il vit, quels sont ses préjugés, les implications également de ce qu'il va faire à la fac, de son rôle dans le monde de façon plus macro, et ça c'était vraiment hyper intéressant. Et en plus, on a tout ce côté que j'adore de l'école, puisque évidemment la majorité va se passer à Oxford, et on a ce côté très académique que j'aime beaucoup. J'adore toutes les thématiques d'apprentissage, toutes les thématiques d'école, c'est vraiment quelque chose qui a un côté très réconfortant, très doudou pour moi, peut-être avec Harry Potter, je ne sais pas. Et c'est un genre qui est très cosy, et donc on allie vraiment les deux, on allie ce côté très cosy mais aussi un peu sombre de la Dark Academia, et en même temps ce côté réflexion et remise en question du monde dans lequel on vit, et donc ça donne un alliage qui est très intéressant et qui est très pertinent à mon sens. But academics by nature are a solitary, sedentary lot. Travel sounds fun until you realize what you really want is to stay at home with a cup of tea and a stack of books by a warm fire. Comme je l'ai dit, ce livre aborde énormément de sujets et de thématiques que je vais détailler un petit peu ici. Il n'y aura pas de spoiler, mais c'est pour parler un petit peu des sujets qui vont être abordés. Si vous ne voulez rien du tout savoir de ce livre, sachez juste qu'il est absolument incroyable, qu'il est juste génial, que c'est une lecture qui est assez dense, assez complexe. Si vous n'avez pas l'habitude de lire en anglais, je vous recommanderais de façon assez ironique d'attendre la traduction, parce que c'est quand même voilà, quelque chose où il faut prendre son temps, il faut se mettre dedans, c'est assez dense, c'est assez long à lire, donc voilà, il faut prendre son temps, il faut savoir qu'on va pas le lire en 2 jours quoi. Mais si vous ne voulez rien en savoir, je vous recommande de poser cette vidéo et de revenir bien sûr pour la finir une fois que vous aurez lu le livre. Donc je vous l'ai dit, il y a énormément de thématiques qui sont abordées, et en premier, bien évidemment, ça va être la thématique de la langue, de la linguistique et de la traduction. C'est un petit peu le centre, le phénomène du livre, puisque tout le système de magie, tout leur apprentissage va se résumer à cette linguistique, à cette langue, puisque Babel est une université de linguistique en fait, et pour apprendre les langues et pour savoir du coup se servir de ces barres de fer qui vont permettre d'utiliser les pouvoirs. Et on va voir plein de choses, donc je pense que si vous avez déjà fait de la linguistique, si vous avez étudié un peu de linguistique, ce sera très basique pour vous. Moi personnellement j'en ai jamais fait, donc ça m'a énormément intéressée. J'ai découvert pas mal de choses, des fois on se rapproche un petit peu du textbook de linguistique, mais moi ça m'a pas dérangé parce que j'adore. Et on va vraiment aborder le pouvoir des mots, l'évolution d'une langue au fil du temps, le pouvoir de la traduction, mais aussi les défauts de la traduction avec tout ce qui va être perdu lors de la traduction. Et l'évolution des langues qui vont finalement se rapprocher, parce qu'il y a toute une thématique où en fait les barres de fer au fil du temps vont perdre de plus en plus de leur efficacité, puisque à force des échanges par exemple mettons entre l'Angleterre et la France, en fait les significations des mots traduits vont se rapprocher, et donc la perte entre les langues va diminuer, et donc la puissance des barres de fer va diminuer, et donc en fait il y a toute une emphase sur le fait que les relations entre les différentes cultures, entre les différentes sociétés, font que les mots se rapprochent de plus en plus les uns des autres, et donc les langues se rapprochent de plus en plus finalement. Et on va voir également toute l'évolution au fil de l'étymologie, avec par exemple une racine étymologique qui va être la même, mais une différence entre l'évolution des mots selon les langues, et ça pareil, ça va pouvoir avoir des pouvoirs spécifiques dans les barres de fer, etc., des pouvoirs plus puissants. Et donc c'est vraiment hyper cool. Je trouve que c'est très bien abordé, même pour quelqu'un qui n'a aucune notion de linguistique, et même si j'ai lu en anglais, c'est quand même très intéressant. Ça met aussi l'emphase sur la dangerosité finalement de la traduction, puisque comme ils disent un petit peu, c'est un message un petit peu du texte, que toute traduction signifie une trahison d'une certaine manière, puisqu'on ne peut jamais avoir le sens exact d'un mot, alors d'une phrase ou d'une construction, c'est vraiment impossible, et donc il y a toute cette discussion là-dessus. Et pour quelqu'un qui habite en France et qui suis entourée de gens qui lisent beaucoup de livres traduits, c'est une question que je me pose pas mal. Je pense d'ailleurs vous faire une vidéo sur la traduction un jour. Faut encore que voilà, je trouve comment l'aborder, de quelle façon, etc. Mais j'aimerais beaucoup faire une vidéo là-dessus parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, qui me touche énormément. Translation means doing violence upon the original, means warping and distorting it for foreign unintended eyes. So then, where does that leave us? How can we conclude except by acknowledging that an act of translation is then necessarily always an act of betrayal? La deuxième thématique qui va être abordée, c'est vraiment la thématique du privilège
des minorités et de l'élitisme au sein de la société. Puisque donc on va suivre le personnage de Robin, comme je l'ai dit, qui est d'origine du Canton, et il va se retrouver dans un petit groupe d'amis de son année avec deux femmes, donc des femmes au 19e siècle à Oxford, c'est pas légion courante on va dire, et un autre de ses amis, Rami, qui est indien, et donc ils sont un petit peu les outcasts et les racisés, ou les sexisés on va dire, de cette fac. Et du coup on a toute cette question aussi de minorité, de qu'est-ce que ça veut dire d'être un outcast dans ce genre de milieu, quels préjudices on peut avoir, avec des difficultés avec leurs collègues évidemment, mais aussi avec les professeurs, etc. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu latent tout au long du texte. En fait ça va jamais être l'emphase du texte, mais on va voir que ça fonde vraiment chacune de leurs expériences, et chacun de leurs développements, chacune de leurs évolutions va être teintée par cette différence, par ce côté unique qu'ils vont avoir dans cette fac où finalement c'est les seuls non blancs, non hommes, enfin non cis white male en fait. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que vu que c'est jamais le centre direct du récit, mais on voit à quel point ça va conditionner leur évolution, à quel point ça va conditionner leur existence. Il y a évidemment des moments de racisme, de sexisme qui vont l'être ouvertement. À un moment ils vont se faire attaquer parce qu'ils sont d'une couleur différente, etc. Et il y a tout un discours sur le fait que Robin, d'origine chinoise, est plus blanc que Rami, qui est indien, donc qui a la peau plus mate, et du coup Robin passe beaucoup mieux auprès de ses confrères que Rami, et donc il y a toute une discussion là-dessus. Enfin voilà. C'est vraiment une façon assez subtile finalement de le mettre en lumière et de l'analyser, et on voit que même si c'est pas une problématique évidente tout au long de la vie, dans le sens où il ne va pas y avoir des violences constantes qui vont être faites, ils ne vont pas se faire tabasser constamment parce qu'ils sont non blancs, évidemment, même si ça peut arriver, ben en fait ça va vraiment modifier leur expérience de chacun des moments de leur vie. Et c'est ça qui est intéressant, parce que je pense que c'est peut-être ça aussi qui se rapproche le plus de la réalité. Je le rappelle, Rêve Kwang est d'origine chinoise, elle a vécu tout ce genre de préjugés aussi elle aux États-Unis, donc c'est intéressant de voir ça sous son prisme à elle et de voir comment elle le traite. Nous parlons du Royaume-Uni au 19e siècle, et donc qui dit Royaume-Uni à cette époque-là dit évidemment colonialisme, appropriation culturelle, etc., etc., qui va être une énorme problématique, qui est une problématique très chère à l'autrice, puisque c'est quelque chose qui intervient énormément dans The Poppy War également, et c'est toujours très bien fait. Je ne vais pas en parler plus que ça parce que c'est vraiment une des thématiques plus tardives du livre, mais c'est évident qu'on va en parler puisque le Royaume-Uni essaie de coloniser toujours plus d'endroits, et donc c'est évident qu'on en parle. Donc ce n'est pas un spoiler de le savoir, mais je ne vais pas vous dire plus dans quelle mesure on va en parler. On va également aborder de façon un peu plus en détail que dans The Poppy War la guerre de l'opium directement. Donc la guerre de l'opium, si certains et certaines ne le savent pas, c'est quelque chose qui s'est réellement passé en fait, et c'est parce que les Anglais voulaient des choses en Chine, et donc ils voulaient notamment le thé, tout ça, parce que c'est des Anglais. Et sauf que les Chinois ne voulaient rien des Anglais en fait, et du coup il n'y avait pas de commerce qui pouvait se faire puisque les Chinois disaient on s'en fiche de vos trucs, vous vous barrez. Et du coup les Anglais ont trouvé que c'était intéressant de leur balancer un petit peu d'opium, comme ça tout le monde est devenu accro, et du coup ils avaient besoin de plus d'opium, et donc il y a une demande d'opium qui pouvait être fournie par les Anglais en échange du thé. Donc voilà, les Anglais ont rendu des milliers de Chinois accros à l'opium juste pour leur commerce et pour leur colonialisme. C'est sympathique au possible. Et donc c'est sur ce fond de toutes ces thématiques là, de tous ces sujets qui sont abordés, qu'on va avoir la vraie morale et la vraie progression de l'histoire, puisque je l'ai dit, c'est pas une progression qui se fait de façon linéaire, c'est pas une histoire de fantaisie pure et dure, c'est vraiment une histoire morale plus qu'autre chose, avec tout un parcours de remise en question et de prise de conscience. Comme je vous l'ai dit, on va suivre Robin, le personnage principal, tout au long de sa vie d'enfant, d'adolescent et de jeune adulte. Et c'est les moments où on se construit avec une vision du monde, et où cette vision du monde va se retrouver mise à mal par beaucoup de choses, et où il va y avoir une prise de conscience et une remise en question du monde dans lequel il vit. Et donc on va voir un petit peu tous les stades de cette remise en question. Et si vous avez déjà remis en question pas mal le monde dans lequel vous vivez, vous savez qu'il y a quand même plusieurs stades, avec
l'auto-persuasion, le fait de se convaincre que les gens ne sont pas si mauvais que ça, le fait aussi de se convaincre par protection pour nous-mêmes, puisque quand on évolue dans un milieu, c'est aussi une façon de se protéger que de se dire que ce milieu n'est pas si terrible au fond. Également le fait d'être tellement pris dans le guidon, dans un truc, par exemple lui c'est avec les études, que finalement il en occulte tout le reste et tout le côté macro, et ça c'est vraiment quelque chose quand on est vraiment pris dans des études notamment, on se pose pas la question sur le monde qui nous entoure, et c'est aussi un moyen d'aliénation efficace que de faire du métro boulot dodo parce qu'on n'a pas de temps de cerveau disponible pour remettre tout notre univers en question. On a un petit peu cette bulle protectrice qui va nous couper du monde et qui va être très confortable puisque on n'a pas du tout à se remettre nous-mêmes en question. Et donc tout ça c'est des choses qui vont être vraiment analysées, vraiment mise en valeur, et on va progresser en fait aux côtés de Robin. On va jamais le juger finalement parce que vu qu'on est avec lui, on va comprendre sa remise en question, on va comprendre ses doutes, on va comprendre à quel point il n'a pas envie de croire à ce qu'il va voir, à quel point il a envie que son univers soit tout beau, tout gentil, et à quel point cette bulle va nous emprisonner avec lui en fait. Et donc on est toujours à ses côtés, on comprend vraiment et on grandit vraiment avec lui. Et c'est ça que j'ai trouvé très bien fait parce que on va jamais le juger lui directement, même s'il fait des choses vraiment pas très bien et que c'est un petit peu un con des fois, mais comme on peut tous l'être quand on a envie de se convaincre d'un truc, quand on a peur des conséquences de ce qu'on va faire. Et vraiment on va être avec lui à ses côtés et c'est vraiment un personnage que j'adore, mais vraiment énormément, et que j'avais envie de prendre dans mes bras tout au long du livre pour lui dire que ça va aller. C'est vraiment ça que je trouve important dans la morale, c'est que finalement, vu qu'on évolue avec lui, ça va être jamais jugeant, et on comprend vraiment d'où il vient, on comprend cette possibilité qu'il a à grandir, cette capacité qu'il a à évoluer et à changer d'avis, et à finalement, ou non, faire ce qu'il faut. Parfois il va pas faire ce qu'il faut, ce qui est bien, et parfois oui, donc ça va un petit peu dépendre à chaque fois de ce que ça va lui coûter aussi, parce que évidemment c'est beaucoup plus simple de rester dans son petit cocon de confort privilégié à Oxford dans des super chambres etc. plutôt que de le quitter. Et donc on va voir vraiment toutes les implications de ce que ça fait de changer complètement le paradigme et son prisme de vision des choses et du monde qui nous entoure. Et si, voilà, comme moi, vous avez eu beaucoup de remises en question du monde, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir dans notre génération, mais c'est quelque chose qui est pas forcément hyper confortable et pas hyper agréable, donc des moments où on se dit que bah ça va et on reste dans notre truc et dans notre petite bulle, quoi. Et c'est vraiment du coup ça qui est abordé, et je trouve que c'est une thématique très intéressante que je vois finalement assez peu abordée, parce que dans beaucoup de livres on a vraiment ce truc du rebelle ou de la rebelle qui va vouloir se battre contre un monde injuste etc, qui est persuadé de ce qu'il ou elle croit et qui va tout abandonner de tous ses privilèges, tout son confort et tout pour faire ça, et en réalité c'est pas forcément toujours le cas. Et donc je trouve que cette approche est beaucoup plus réaliste et beaucoup mieux faite finalement que l'inverse, et donc c'est ça que j'ai trouvé particulièrement prenant et intéressant dans ce livre. I think we all got good at choosing not to think about certain things. I didn't give it a second thought. By then I had received my scholarship. Et c'est dans ces aspects beaucoup moins radicaux à première vue et beaucoup plus progressifs que je trouve que ce livre est extrêmement nuancé, extrêmement en subtilité et en maturité, que j'ai rarement vu dans un livre qui traitait de ce genre de thématique et qui traitait de remise en question du monde dans lequel on vit. Ça se fait souvent de façon beaucoup trop rapide à mon sens dans les livres, et c'est vraiment pour ça que j'ai trouvé que ce livre était admirable, en plus de toutes les thématiques qu'il aborde, en plus de son ambiance, de son écriture. Tout est extrêmement bien fait, les personnages sont vraiment géniaux, je les ai tous adorés. Robin et Rami, c'est une bromance que j'adore vraiment. Il y a beaucoup de personnages mais finalement on apprend tous à les connaître et c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Enfin bref, vous l'avez compris, pour tous ces aspects, j'ai trouvé que ce livre était absolument génial. Je lui ai mis évidemment la note de 5 sur 5, c'était un coup de cœur absolu. Comme je l'ai dit auparavant, l'anglais est très difficile, je le mettrai à 4 sur 5. Et c'est même pas tant le vocabulaire qui est difficile, c'est que ça va être très dense, ça va être très long à lire, c'est un petit peu laborieux, même quand on a un petit peu l'habitude de lire en anglais, donc je pense qu'il faut vraiment quand même avoir l'habitude de lire en anglais pour se risquer dans celui-là, parce que voilà, c'est assez laborieux et ça prend du temps.
Mais j'ai vraiment exceptionnellement aimé. Je vous recommande du coup d'attendre la traduction, c'est un peu ironique pour ce livre de dire ça, mais je pense qu'il va être traduit. Je vous tiendrai au courant à la rigueur s'il y a des nouvelles de la traduction. Mais voilà, lisez-le dès que vous pouvez, si vous avez vraiment l'habitude de lire en anglais, lisez-le. J'ai adoré, et je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà beaucoup trop de temps que je parle. Et donc, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre, et moi je vous dis à la prochaine.